Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'embarquement à la redécouverte de la base Impact Alliance. Merci à tous pour votre intérêt. Alors, je vais avoir le plaisir de vous guider et surtout ensuite d'interviewer notre invitée qui est ici présente, Frédéric Lemonnier, on y reviendra tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer par écouter finalement la vision des deux partenaires, en commençant par le Rameau. Et Charles Benoît Hetzig, son président fondateur, va nous expliquer le contexte et pourquoi finalement le Rameau a souhaité s'impliquer dans cette aventure de la base Impact Alliance. Charles Benoît, on vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui faut-il faire alliance, mais comment faire alliance. En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020, dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliance et territoire sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD 17 pour avoir une information hebdomadaire et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliance et territoire pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance. Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors, quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter
les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, c'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois que on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base impact. Pour le jeudi de l'ODD 17, c'est l'ODD 17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats, et je remercie Yann Ignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international. Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui depuis maintenant 2014 publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment en France nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective. Et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée. Mais c'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action, mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet
aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci beaucoup, Charles Benoît, pour nous avoir exposé de manière extrêmement claire et exhaustive finalement le contexte et toutes les raisons qui font que le Rameau et son écosystème a souhaité s'engager dans cette base Impact Alliance. Je vous invite à présent à écouter la vision de notre partenaire SynDup en écoutant son fondateur, Michael Réau. Michael, on vous écoute. Bonjour à toutes et tous. Alors en effet, comme l'a dit Charles Benoît, SynDup est un éditeur de logiciels. Notre quotidien, c'est d'aider les organisations à structurer leur veille stratégique. Ça consiste à les aider à identifier les informations utiles pour leurs actions du quotidien, pour la prise de décision. C'est aussi bien détecter des signaux faibles que des signaux forts. C'est aussi suivre la multitude de tendances qu'il est essentiel de monitorer quand on est une organisation qui s'adapte à son environnement. Et tout ça permet au final de délivrer des tableaux de bord, des alertes, des newsletters, des portails de veille, tout ceci de manière personnalisée parce que ce qui fait la force d'une veille stratégique, c'est sa singularité. C'est la capacité à l'adapter aux besoins du quotidien par rapport aux projets qui véritablement sont en cours de réalisation. Et quand on a rencontré le Rameau, et notamment à travers son observatoire des partenariats, tout le travail colossal qui a été fait depuis de longue date maintenant, plusieurs années, pour construire cette base Impact Alliance en tant que commun, qui est mis à disposition des organisations et des territoires, et sachant que SynDup s'engage effectivement dans l'atteinte des objectifs du développement durable depuis quelques années, que au quotidien, on accompagne les organisations sur leur veille RSE pour qu'elle soit en transversalité et véritablement une veille de transformation. Bien, c'est assez naturellement et avec même grand plaisir qu'on a mis à disposition la technologie et le savoir-faire dans l'esprit du Faire Alliance, donc l'ODD 17, cher au Rameau, qui est promu par le Rameau activement pour valoriser et faciliter l'accès et l'exploitation finalement de toutes ces ressources très riches qui ont été produites par l'Observatoire. Et donc, la finalité de combiner à la fois cette expertise du Rameau, les bases de connaissances, notre technologie, notre savoir-faire en veille et en gestion de l'information, c'est d'augmenter l'impact de ce travail de fond qui a été réalisé. Et c'est tout le sens du partenariat. D'ailleurs, j'aurais souligné le plaisir pour nous de participer à un dispositif qui est assez exemplaire en termes d'état de l'art, parce que dans la gestion de l'information et des connaissances, trop souvent, la veille n'est pas couplée aux bases de connaissances. Et là, on est bien dans un dispositif qui est circulaire, on est sur de l'information durable, puisque la veille terrain, la veille web réalisée par l'Observatoire des partenariats, par le Rameau et tout son écosystème, viennent nourrir une base de connaissances qui est structurante, qui permet de finalement rendre utile l'information, même plusieurs années après sa création et sa capitalisation. Et c'est ce qui permet de mettre des moyens en œuvre à travers une démarche de veille au quotidien, parce que justement, il y a cette durabilité et cet effort qui est fourni, eh bien, il peut être non seulement démultiplié par un large accès en tant que commun à de nombreux acteurs, mais encore une fois, chaque exemple inspirant peut faire sens, même 5 ans, 10 ans après sa réalisation. Donc, en termes d'état de l'art, pour des experts en veille en information, pour nous, c'est un grand plaisir d'avoir cette combinaison base de connaissances et veille stratégique, en plus de tout le sens, évidemment, du dispositif. Alors maintenant, je suis sûr que vous avez très envie de savoir comment tout ça fonctionne. Merci Mickaël. On est également ravis de contribuer ensemble à ce dispositif d'information durable en croisant nos expertises complémentaires. Alors je vous rejoins, je pense qu'il est temps maintenant pour l'ensemble des participants qui sont là de savoir quel est le mode d'emploi finalement de cette base Impact Alliance. Et pour en parler, qui de mieux qu'Adrien Sasso pour nous en faire le guide. Adrien, on vous suit. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil
et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également cette capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés, par exemple ici, ça m'intéresse aux fiches outils et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Merci beaucoup Adrien pour cette découverte guidée de la base Impact. Alors peut-être pour, avant d'écouter notre invité, pour illustrer la diversité de contenus que nous venons d'intégrer, faisons un zoom tout d'abord sur la partie exemple inspirant. Tout au long du mois d'avril, ça se poursuit jusqu'à lundi prochain, nous allons intégrer plus de 40 nouveaux exemples qui proviennent à la fois sur les pratiques d'engagement de la Fondation pour la co-construction du bien commun et un zoom très spécifique à la fois en pratiques d'engagement, récits de personnalité, qu'elles soient publiques, d'entreprises, associatives, et également de nouveaux équilibres socio-économiques puisque à l'occasion des 10 ans de notre partenariat, l'École de Paris du Management nous a sélectionné un échantillon passionnant, finalement, d'une quarantaine de récits de dirigeants qui témoignent des transformations de leurs organisations dans une diversité de domaines, puisque ça peut aller d'une question de patrimoine industriel de PME centenaires à des questions de transformation durable. Petit clin d'œil à Frédéric, notamment dans le domaine agricole et agroalimentaire dans les Hauts-de-France, pour ne citer que 2 exemples. Je vous invite à le découvrir directement. Du côté des jeudis de l'ODD 17, l'économie de l'Alliance a été notre fil rouge avec, pour les portraits de la semaine, notamment
l'Agur, le PTCE Pays de France et le Douaisis, des éléments ainsi que le podcast et le webinaire qui ont été vraiment co-construits avec la Fondation GRDF. Je tiens encore à remercier pour ce copilotage du contenu. Et du côté de la veille, un temps d'abord sur le dernier bulletin d'innovation sociétale publié début avril, où nous avons eu le plaisir déjà d'avoir un dossier consacré croisant les regards d'acteurs académiques sur le sujet de la territorialisation des transitions. Et pour en parler, nous avons eu cinq experts associés, trois enseignants-chercheurs du côté d'AgroParisTech avec Cécile Cotte, Cécile Ferrieux et Laurent Lély, donc pour le centre de Clermont-Ferrand, l'UMR Territoire. Anne-Valérie Crespo-Févé de l'Université de Montpellier qui a apporté un éclairage sur la notion notamment de co-responsabilité en faisant le lien entre la personne, l'entreprise et le territoire. Et Élodie Julien, ma collègue, directrice de la recherche au Rameau, qui est revenue sur tout le cheminement finalement de la mobilisation des acteurs académiques depuis 2018. Et on a eu également le plaisir d'intégrer les contributions de nos partenaires éditoriaux, Admical, Convergence, Comité 21, LORS, Human & Co, ICDD, André Letowski et ProBonoLab. Vous voyez tous leurs logos s'afficher à l'écran. Et justement, en parlant d'André Letowski, depuis janvier, on a mis en place un partenariat extrêmement structurant qui vous permet chaque mois de recevoir un contenu qualifié de veille économique avec notamment des éléments très intéressants sur l'actualité des TPE-PME. On a eu une trentaine de nouveaux articles ce mois-ci. Et j'en viens à l'un des moments que vous attendez certainement, qui est celui de l'interview du mois. Un grand merci à notre invité Frédéric Lemonnier, que je suis ravi d'accueillir. J'en parlais à l'instant. C'est ensemble avec la Fondation GRDF qu'on a co-animé ce programme d'animation de la connaissance sur l'économie de l'Alliance, parce que la Fondation mène des expérimentations très structurantes sur l'alimentation et l'agroécologie dans les Hauts-de-France. Mais Frédéric, revenons-en à vous. Vous êtes délégué général de la Fondation GRDF et également copilote du fonds EDD 17 dédié à l'ingénierie de l'Alliance et des coopérations en territoire. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour que vous nous parliez de l'engagement des salariés, parce que votre groupe GRDF, fort de ses 11 500 collaborateurs dans toute la France métropolitaine, vient de déployer depuis février sa première politique d'engagement des salariés. Alors, peut-être Frédéric, pour poser le décor, quelle est la genèse de cette politique et pourriez-vous nous en préciser ses orientations majeures ? Merci Yann, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'engagement des salariés. Effectivement, c'est la toute première politique d'engagement des salariés pour GRDF. Elle se déploie dans toute l'entreprise depuis le mois de février, après plusieurs mois d'expérimentation dans 2 régions. Et alors, c'est la première politique, mais il se passait déjà des choses en matière de mobilisation et d'engagement des salariés dans l'entreprise, hein, puisque il existait déjà des programmes, des dispositifs dédiés qui permettaient aux collaborateurs de se mobiliser auprès d'associations. Je pense par exemple au partenariat qui existe de longue date avec la Fédération des banques alimentaires, ou encore un programme de mentorat de jeunes porteurs et porteuses de projets accompagnés par des salariés de l'entreprise. Donc, et déjà, mais comme dans nombre d'entreprises qui ont des missions de service public, cette dynamique de mobilisation et d'engagement des salariés. Alors cette politique, elle a été formalisée et voulue par l'entreprise pour renforcer son engagement dans les territoires, sa mobilisation au profit des associations en proximité, aussi pour, je pense, avec une volonté de renforcer un peu sa marque employeur et son attractivité pour les collaborateurs et notamment les jeunes générations. Donc ça, c'est aussi une dimension RH qui était importante et qui a présidé à l'élaboration de cette politique. Alors,
qu'y a-t-il dans cette politique? Il y a deux dispositifs principaux. Le premier, c'est un dispositif de mécénat de courte durée. Tous les salariés de l'entreprise disposent d'une journée par an qu'ils peuvent utiliser sur leur temps de travail pour s'engager auprès d'une association soutenue par la Fondation ou partenaire de GRDF. Cette journée, le temps est fractionnable en fonction des missions qui sont proposées. Le deuxième dispositif de mécénat de courte durée s'adresse plus particulièrement aux salariés qui arrivent dans leur dernière activité. Et là, ils disposent de jusqu'à 10 jours par an pour s'engager au profit d'une association. À côté de ça, il existe également un mécénat dit de respiration, là, qui s'adresse plutôt à des salariés qui sont en milieu de carrière ou entre deux missions, et qui est à discrétion des RH, donc qui fait l'objet d'un dialogue managérial avec les collaborateurs, avec les RH. Et là, la possibilité de s'engager va jusqu'à 6 mois, de 3 à 6 mois. Voilà. Donc, ces dispositifs viennent finalement s'ajouter à ce qui existait déjà, comme le programme de mentorat ou encore la participation des salariés aux grandes collectes des banques alimentaires et d'autres dispositifs encore. Donc, c'est une démarche qui a été fortement, et qui est toujours d'ailleurs fortement sponsorisée par le comité exécutif de l'entreprise, sa directrice générale, Laurence Poirier-Dietz, qui est également la présidente de la Fondation, et qui s'est vraiment mobilisée et se mobilise toujours pour porter cet engagement et les convictions de l'entreprise sur cette question-là en particulier. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage qui montre bien finalement comment l'engagement des salariés est à la fois dans votre ADN et se traduit de manière extrêmement opérationnelle avec des dispositifs différents et complémentaires. Et justement, vous avez parlé de l'intervention du portage de votre directrice générale. On va vous partager un lien dans le fil des questions pour ceux qui souhaitent en savoir plus justement sur son témoignage à ce sujet-là. Et vous avez donner les grandes lignes et ça nous donne envie de savoir finalement comment ça se traduit en pratique. Quand on rentre sur la partie opérationnelle, comment fonctionne cette politique que vous mettez en œuvre? Alors, on utilise une plateforme digitale, la plateforme Vendredi, qui permet à la fois de faire le lien entre les missions qui sont proposées par les associations et les aspirations d'engagement des salariés. Donc, ça permet effectivement, c'est un outil de médiation en fait, mais pas uniquement, parce que cette plateforme, elle permet aussi d'animer la démarche. Et c'est également un outil qui permet de suivre de bout en bout les missions et notamment d'avoir en mode un peu automatisé tout le process de contractualisation finalement et de conventionnement entre l'association, l'entreprise et le salarié, puisque les conventions de mécénat, les process de validation, tout ça est automatisé dans un workflow qui est extrêmement pratique, hein, faut bien le dire, parce que ça permet aux salariés de pouvoir candidater en ligne, à son manager de recevoir directement dans sa boîte mail la candidature de son collaborateur, de la valider automatiquement. Suite à ça, la mission est validée par l'association, la convention est émise et hop, ça peut démarrer comme ça. Donc c'est quand même assez pratique pour les managers, pour les collaborateurs, pour toute l'équipe aussi qui suit le projet. C'est pratique pour les associations. Donc c'est vraiment un outil dont nous sommes très très satisfaits. C'est pratique aussi pour animer et communiquer de façon régulière, puisque on peut vraiment faire des focus sur des associations, sur des missions en particulier. Voilà, donc c'est un bel outil qui est assez indispensable quand on se lance dans ce type de démarche. Ça, c'est pour les aspects vraiment pratiques. En termes de pilotage, on a aussi mis en place un comité national qui réunit
toutes les parties prenantes de l'engagement des salariés au sein de l'entreprise. Donc, il y a la direction de la communication, il y a la direction des ressources humaines, il y a la délégation RSE, il y a la fondation, bien sûr. Il y a aussi des représentants des régions qui sont représentés dans ce comité, et ce qui permet d'avoir une vision vraiment transversale de cette thématique de l'engagement des salariés, et de pouvoir avancer ensemble et avoir vraiment une vision partagée du sujet, et co-construire sur les actions qui sont menées, notamment les actions de communication et la façon dont on se positionne sur le sujet. Donc on a peut-être donner quelques indications sur les grands types de missions qui sont proposées. Donc il y a des missions d'accompagnement, donc un peu classique, on va dire, donc d'accompagnement de jeunes, d'accompagnement de personnes éloignées de l'emploi. Ça peut prendre la forme d'ateliers de réalisation de CV ou de simulation d'entretien, par exemple. Il y a des missions qui prennent plutôt la forme de coups de main. Donc, par exemple, on a un collaborateur qui a participé à la rénovation d'un escalier en bois sur la frégate l'Hermione, ou encore, ça peut passer par du partage d'expertise. Une collègue qui a participé, par exemple, à la revue de la politique RGPD d'une association. Donc voilà, je pense qu'il est important d'avoir une variété de missions, une possibilité, une palette finalement d'engagement possible, et qui mettent en valeur à la fois les compétences professionnelles des salariés, mais aussi leurs compétences personnelles, parce qu'on a tous des savoir-faire pro et perso, des grands adeptes du bricolage ou du jardinage ou que sais-je. Donc voilà, autant mettre en valeur toute cette palette finalement de compétences, et la mettre au service des associations qui ont des besoins également très variés de leur côté. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage qui montre bien à la fois l'articulation entre l'outil, le pilotage et les modalités des missions. Peut-être une dernière question avant de prendre celle de nos auditeurs. Comment ça s'articule finalement cette politique d'engagement des salariés de GRDF avec sa fondation d'entreprise ? Alors, c'est la fondation, elle coordonne véritablement la démarche, et elle coordonne l'animation avec le comité de pilotage. Il faut savoir que la politique, elle concerne les associations qui sont soutenues par la fondation et les partenariats de l'entreprise au niveau national et local. Donc aujourd'hui, la fondation, elle soutient une 60aine d'associations. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que la fondation est à la manœuvre. Et donc on a également coordonner la réalisation de l'expérimentation, et on en coordonne la phase de généralisation, l'animation, en lien avec tous les métiers de l'entreprise, avec les régions et les associations soutenues par la fondation et les associations partenaires de l'entreprise. Donc on est un peu au cœur du dispositif d'animation et de pilotage, en fait. Et donc, dans cette phase de généralisation, c'est vrai que on voit que pour l'élaboration des missions, le dialogue avec les associations, il est assez riche et assez important, puisque nous, au niveau de la fondation, on met en place des parcours d'accompagnement des associations qui sont soutenues, et c'est dans les échanges que l'on a à l'occasion de nos rendez-vous d'accompagnement que l'on travaille aussi et que l'on partage sur les besoins que peuvent avoir les associations en termes de mission et de mobilisation de collaborateurs. Donc c'est aussi de ce dialogue-là finalement que naissent les besoins, et en tout cas qu'ils se révèlent, et que ensuite on peut faire le lien avec la plateforme digitale pour insérer des missions, de nouvelles missions.
Donc voilà, c'est la force aussi des échanges et du dialogue construit dans la durée qui permet d'affiner, d'identifier les besoins auxquels on pense pas toujours. Faut dire qu'il y a une palette de métiers et de compétences aussi dans l'entreprise qui est très large, et donc c'est important aussi de faire connaître ces métiers et d'identifier finalement les coopérations qui sont possibles et les synergies qui sont possibles. Merci Frédéric Mounier pour votre intervention qui est vraiment passionnante. Peut-être juste, il me revient en mémoire qu'on avait préparé cet entretien, vous m'aviez fait part d'une anecdote que je trouve intéressante. C'est comment finalement l'écoute que vous avez pu avoir d'associations comme les Passeurs de Curiosité qui sensibilisent les enfants, notamment de 4 à 12 ans, je crois, au vivant la biodiversité dans des territoires comme les territoires ruraux, les quartiers prioritaires, avait pu bénéficier finalement de l'appui de collaborateurs de GRDF pour valoriser la communication et prendre des photos, ce qui est compliqué s'il n'y a qu'une personne qui est toute seule devant les enfants, bien évidemment, qui ne peut pas se dédoubler. Alors, exactement. Juste en attendant les questions, on tenait à vous partager quelques ressources complémentaires si ce sujet de l'engagement des salariés vous intéresse. Donc, je vous invite à consulter les publications suivantes qui vont bientôt apparaître dans le fil questions. Je pense tout d'abord au guide MEDEF de l'engagement associatif des salariés de 2016. Voilà, merci Amélie. Et ainsi que plus récemment, les guides pratiques mécénat de compétences pour les entreprises et les associations qui viennent d'être publiés par Pro Bono Lab. Ils sont récents puisqu'ils datent de février 2024. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne vois pas encore apparaître dans le fil des questions. Donc, ce que je propose, c'est, je laisse le temps comme ça à nos participants d'y réfléchir. Peut-être une première question complémentaire, Frédéric. Vous parliez d'écoute, de dialogue avec les associations et finalement, quelles sont les grandes compétences dont elles ont besoin? Je ne sais pas si on peut les définir ou voilà. Alors, il y a effectivement des compétences qui reviennent sur beaucoup en marketing, communication. Ça, ça revient quand même assez régulièrement. On a eu des missions, par exemple, pour réaliser des flyers ou les passeurs de curiosité. Il y avait aussi une mission pour aider à identifier des médias auprès desquels un dossier de presse pourrait être diffusé. Donc, les problématiques de communication digitale aussi. Je pense à une autre structure pour laquelle une mission a été réalisée, l'APAGUE en région Centre-Val de Loire, qui voulait booster sa communication digitale. Donc, ça, c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement. Il y a aussi tout ce qui relève bien sûr de l'accompagnement, donc l'accompagnement de leur public bénéficiaire, alors que ce soit effectivement pour l'accompagnement à travers les missions que j'évoquais sur la réalisation de simulations d'entretien, d'ateliers de CV ou donc voilà, ce type de mission revient aussi assez fréquemment. Donc, mais il y a après des missions beaucoup plus, on va dire, moins tertiaires et plus opérationnelles. Donc, là aussi, finalement, la palette des besoins, elle est assez large. Et quand on creuse avec les associations, ce qui pourrait leur être utile, on identifie plein de choses. Par exemple, je pense à la communauté Emmaüs Le Maquis dans le Lot, où les collaborateurs vont le samedi tenir le stand de pain avec un compagnon sur le marché de Mérac, par exemple. Donc, la communauté Emmaüs, Le Maquis, elle développe une activité de paysans boulangers et d'artisans semenciers.
Et clairement, ils sont super contents d'avoir un coup de main le samedi pour tenir le stand sur le marché. Donc voilà, il y a finalement une grande variété de besoins et de missions différentes. La palette est large et on identifie ça en dialoguant finalement et en échangeant avec les structures. Merci pour cet éclairage à la fois extrêmement précis et documenté de la diversité des compétences finalement dont les associations peuvent avoir besoin. Vous avez beaucoup mentionné le dialogue avec les associations. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous sembleraient intéressants à partager comme un peu clé du succès ou des leviers qui permettent à votre politique d'engagement de bien se mettre en œuvre? Alors oui, avec le petit recul qu'on a fort modestement, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est vraiment que la démarche finalement elle soit sponsorisée et qu'elle soit portée. Donc j'évoquais l'engagement de Laurence Poirier-Dietz, notre directrice générale, et c'est vrai que et celui du comité exécutif, hein, et c'est vrai que c'est indispensable pour que c'est vraiment un prérequis pour que les politiques ensuite puissent se déployer dans l'entreprise et qu'elles soient relayées au mieux par l'ensemble de la chaîne managériale. Ça, c'est un premier facteur de succès. Après, effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est que c'est des démarches qui doivent être animées dans la durée. Et que la communication doit être régulière. On l'a vu pendant la phase d'expérimentation. À chaque fois qu'il y avait une communication, on voyait une dynamique d'inscription sur la plateforme. C'était très net, on pouvait suivre. À chaque fois, on regardait, on avait des pics d'inscription. Voilà. Et donc, faut animer dans la durée, entretenir la flamme. On va dire ça comme ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et puis d'être vigilant sur la façon dont on communique aussi, puisque les dynamiques d'engagement sont des dynamiques qui sont personnelles, hein, propres à chacun. Donc il faut donner envie, juste donner envie, et après laisser à chacun le choix de se positionner et le choix de ces modalités d'engagement. Alors, merci beaucoup. Donc, sponsoring, soutien exécutif, animation dans la durée et de continuer à être vigilant dans la communication pour avoir le primeur à donner envie aux salariés de s'engager. C'est ce que j'en retiens au-delà de l'écoute et du dialogue avec vos associations partenaires. On vient d'avoir 2 questions de nos participants. Je vais commencer par Julie Hernandez. Est-ce que cette politique d'engagement des salariés à travers ces actions de mécénat favorise l'engagement bénévole par la suite? Alors, merci pour cette question. On n'a pas suffisamment de recul à ce jour pour pouvoir le dire, mais on a déjà des missions qui se réalisent hors temps de travail. On commence à le voir. Mais bon, c'est difficile de donner une réponse. L'idée, c'est quand même, l'idée, c'est quand même de le favoriser, et notamment quand on donne la possibilité aux salariés à 1 an de leur départ en retraite de s'engager auprès d'associations, c'est aussi pour leur faire découvrir, s'ils ne le connaissent pas déjà, donc faut rester modeste tout de même, la possibilité de découvrir le monde associatif pour peut-être par la suite avoir des engagements bénévoles quand ils seront à la retraite. Et effectivement, on espère que en créant ce premier lien avec les associations partenaires et soutenues par la Fondation, ce lien puisse perdurer dans le temps et donner lieu à des actions de bénévolat. Mais là, c'est un peu trop tôt pour le dire. On commence à avoir effectivement des missions qui se déroulent de façon bénévole, mais voilà, un peu trop tôt pour en tirer des conclusions.
Et j'en profite, Julie, pour vous inviter chaleureusement à consulter les publications qu'on a mentionnées, où je pense que vous y trouverez un certain nombre d'informations complémentaires. Je prends peut-être une dernière question qui est sans doute plus un commentaire qu'une question de Yann Verroy, qui nous dit, dans les phases d'amorçage, notamment de PTCE, de pôle de coopération économique, comment faire valoir notre attachement au cadre de l'ODD 17 et la faire valoir officiellement dans les communications du collectif et les candidatures aux appels à manifestation d'intérêt. Je ne sais pas si on est dans le commentaire ou la question, en tout cas c'est cette question de valoriser la communication sur ces dynamiques multi-acteurs. Je ne sais pas, Frédéric, si vous avez, comment vous souhaitez réagir alors, je veux bien quelques précisions sur la question parce que effectivement, je pense que c'est important de pouvoir, dans le cadre, quand on le démarrage des PTCE, de pouvoir valoriser les en communiquant, bien évidemment, les coopérations qui sont à l'œuvre, mais effectivement, je veux bien si la personne qui a formulé la question peut préciser un peu le contexte de sa question, je pourrais peut-être être plus pertinente parce que là, j'avoue, Et peut-être une suggestion à Yann Verroy, c'est sans doute aussi de ne pas hésiter à consulter la plateforme de capitalisation ODD17.org, notamment avec la rubrique Les impacts de l'ODD 17, parce que je pense que dans vos argumentaires, vous aurez sans doute un recul et des éléments qui pourraient être intéressants à ce sujet-là. Je vous propose d'annoncer donc peut-être quelques éléments puisque l'intervention de Frédéric annoncée également ouvre le fil rouge du mois de mai sur l'engagement territorial de l'entreprise des jeudis de l'ODD 17. Alors, peut-être 2 dates que je vous invite à retenir. La première, c'est celle du 16 mai. Le 16 mai aura lieu à 13h, de 13h à 14h30, notre prochain webinaire sur l'engagement territorial des entreprises en pratique organisé en partenariat avec l'ORS. Et je peux déjà vous le dire, à cette occasion, on aura notamment un certain nombre de témoignages très intéressants de grands groupes d'ETI et dynamiques collectives de PME de la région Nouvelle-Aquitaine. Et au-delà de ce rendez-vous, vous allez voir s'afficher dans le fil questions le lien d'inscription si vous souhaitez vous y inscrire. J'en profite pour vous partager également donc une autre invitation à rejoindre, c'est dans les Hauts-de-France, au Familistère de Guise. Ça s'organise puisque c'est un lieu qui est un lieu protégé, donc le train n'est pas directement accessible directement, c'est à quelques kilomètres, mais vous pouvez rejoindre le festival Faire Autrement, organisé par un certain nombre de nos partenaires, dont le Grand Rebond dont parlait justement Mickaël Réau, puisque Grand Rebond est la branche un peu RSE de SINDUP. Et vous voyez les thèmes s'afficher à l'écran. Si ces sujets d'ODD, d'engagement des entreprises, d'éducation, d'association et de tiers-lieux vous intéressent, je vous invite à consulter avec attention le programme qui va s'afficher. Et en ce qui me concerne, j'aurai moi-même le plaisir d'y intervenir à une table ronde sur l'ancrage local des PME, les territoires en transition, le jeudi 30 mai matin. Donc voilà les éléments d'information qu'on tenait à vous partager. Merci beaucoup Amélie. Est-ce que par rapport à notre participant Yann Verroy, je ne vois pas de questions précises. Ah si, ça apparaît. Ah parfait, merci beaucoup. Voilà, c'est parfait. Donc les PTCE sont animés par des CRA au niveau régional. Et de façon étonnante, le socle de l'OD17 n'est pas reconnu comme un engagement suffisant. Il serait donc utile que le rameau nous aide en la matière. D'accord, donc c'était bien quelque chose d'un peu plus large. C'est noté et je pense avoir bien fait de vous orienter vers ces ressources pour que ce soit constructif. Ben, écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions apparaître. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre intérêt et je remercie très chaleureusement Frédéric Lemonnier pour son intervention. Merci encore. Merci, excellente journée à tous. Très bonne découverte et à bientôt. Et bien entendu, chacun des participants va recevoir dans les tout prochains instants le lien du replay.
Un très très grand merci. Merci Patricia Bornetti de la Sorbonne qui nous souhaite une bonne journée. Merci également Patricia. Et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous, pour ceux qui le souhaitent, le 16 mai et à partir du 30 mai. Et excellente journée et fin de mois à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous.